Bienvenue chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché ou en passe de le devenir. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur d'un dessin mystérieux, dense, presque ésotérique et pourtant fondamental. Le Systema Mundi Totius, la carte du monde entier, réalisée par Carl Gustav Jung. Si jamais vous m'écoutez depuis Spotify ou une autre plateforme audio, sachez que vous pouvez retrouver l'image dont je parle ainsi qu'un article complet directement sur mon site. Le lien est dans la description de l'épisode, ou alors vous pouvez aller voir les images depuis mes vidéos YouTube. Avant d'entrer dans la lecture symbolique de ce mandala, il est essentiel d'en poser le contexte. Le Systema Mundi Totius est l'un des premiers mandalas dessinés par Jung en 1916, à une période marquée par de puissantes expériences de vision, qu'il consignera dans ce qu'il nommera les 7 sermons aux morts. C'est une période charnière où Jung entre véritablement en dialogue avec les profondeurs de son inconscient, et ce dessin en est l'un des fruits les plus denses. Ce mandala est accompagné de notes explicatives, que vous pouvez voir aussi en vidéo, et une version manuscrite légèrement différente, un avant-projet pourrait-on dire. Cela y figure dans ses journaux personnels, publiés plus tard sous le nom de The Black Book, le livre noir, non encore édité en français. À cet endroit, Jung ajoute même une légende d'icône au dessin, soulignant la dimension à la fois sacrée et structurante de cette œuvre. Contrairement à ce qui est parfois dit, Jung n'a pas d'abord publié ce mandala anonymement en 1955. C'est bien dans son parcours intérieur, dès 1916, qu'il en trace les grandes lignes. Toutefois, une version de ce système sera plus tard reproduite dans un numéro spécial de la revue DU, consacré aux conférences d'Eranos. Un lieu de rencontre unique entre philosophes, psychologues, mystiques et chercheurs, mais cette publication reste seconde par rapport à la dimension initiatique et symbolique du dessin. Ce choix de l'anonymat à l'époque n'est pas anodin. Jung ne voulait pas que son nom interfère avec la réception de l'image. Il souhaitait que ce mandala soit regardé non comme une œuvre d'auteur, mais comme une carte intérieure, comme un miroir symbolique dans lequel chacun puisse se reconnaître ou se perdre. Le Systema Mundi Totius, littéralement système du monde entier, n'est pas un simple schéma, c'est une cosmologie vivante, une tentative presque surhumaine de représenter ce que Jung appelait le soi, cette totalité intérieure, à la fois divine et humaine, consciente et inconsciente, lumineuse et obscure. C'est un dessin qui mêle les mythes orphiques et l'alchimie, les symboles gnostiques et les figures chrétiennes, dans une composition dense qui ne cherche pas à donner une réponse, mais à orienter, à montrer les tensions fondamentales qui structurent notre existence, entre le haut et le bas, le corps et l'esprit, le masculin et le féminin, l'instinct et la sagesse. C'est un dessin pour les explorateurs, c'est un dessin pour ceux qui marchent, un dessin pour ceux qui doutent, un dessin pour ceux qui veulent voir le monde de l'intérieur. Mais que regarde-t-on exactement quand on observe ce Systema Mundi Totius ? Ce n'est pas une carte du monde au sens géographique, c'est une carte intérieure, une représentation symbolique du tout, comme Jung en a souvent dessiné dans le livre rouge. Et ce tout, il le contient dans une forme, celle du mandala. Le mandala pour Jung, ce n'est pas une simple figure décorative, c'est un archétype, une forme primordiale que l'on retrouve dans toutes les traditions spirituelles, les rosaces des cathédrales, les roues de prière tibétaines, les yantras hindous, les roues de médecine amérindienne. Pour Jung, le mandala apparaît souvent spontanément dans les rêves, ou les dessins de ses patients, surtout à des moments de crise ou de transition intérieure. C'est une manière qu'a la psyché de se rassembler, de créer une forme d'ordre à partir du chaos. Le mandala est donc un symbole d'unification, il représente ce que Jung appelle le soi, non pas l'ego, mais le centre profond de l'être, ce noyau intérieur, où tous les contraires peuvent enfin coexister. Et c'est exactement ce qu'essaie de faire ce dessin, contenir les contraires. Vous pouvez observer dans ce Systema Mundi Totius, on voit cohabiter le haut et le bas, la lumière et les ténèbres, le masculin et le féminin, le corps et l'esprit, l'instinct et la sagesse. Tout y est polarisé mais relié, et cette structure n'est pas figée, elle rayonne, elle vit. Jung a construit ce mandala comme une rosace vivante, un système à plusieurs lectures. D'abord verticale, entre les sphères célestes, Phanes, et les profondeurs terrestres, Abraxas. Ensuite, horizontale, entre le monde du corps et celui de l'esprit, et concentrique, avec une idée que chaque niveau contient le suivant, jusqu'au cœur, jusqu'au microcosme le plus intime. Ce dessin est une mise en forme du processus d'individuation.
Il nous montre que l'âme humaine est traversée par les mêmes tensions que l'univers entier, que l'homme est un monde en soi. On va commencer à détailler l'axe vertical entre Phanès et Abraxas. Si l'on suit le mandala dans son axe vertical, on découvre un monde en tension, comme suspendu entre deux polarités fondamentales, le sommet céleste et les profondeurs obscures. Deux figures s'y opposent, ou plutôt se répondent, Phanès et Abraxas. En haut, on a d'abord Phanès, l'enfant divin, dans l'œuf ailé. Tout en haut du mandala se trouve une figure lumineuse, posée dans un œuf ailé, c'est Phanès, une divinité orphique très ancienne qui signifie littéralement « celui qui brille, qui apparaît ». Il naît du chaos originel, porteur de la lumière primordiale. C'est un enfant androgyne, souvent représenté avec des ailes, parfois couronné, ou sein de serpent. Il incarne le moment où l'ordre surgit du chaos, où la conscience émerge dans l'esprit humain. Chez Jung, Phanès est une image du soi dans sa forme la plus pure. Cette lumière intérieure, encore vierge de toute division, qui apparaît dans certains rêves ou visions comme guide spirituel, un centre lumineux d'unité, il ne parle pas, il rayonne, il ne juge pas, il est, n'impose rien, il appelle à l'éveil. Tout en bas, on retrouve Abraxas, le seigneur du monde ambivalent. Et il ne faut pas s'y tromper, ce n'est pas le diable au sens chrétien, c'est une figure gnostique, plus ancienne encore, à la fois divine et démoniaque, lumière et ténèbres mêlées. Il incarne la matière brute, l'instinct, la force du monde physique, mais aussi la puissance créatrice dans toute sa complexité. Jung dira de lui qu'il est le Dominus Mundi, le seigneur du monde, celui qui règne sur les cycles de naissance, destruction, transformation. Abraxas est le fond de nous-mêmes que nous ne contrôlons pas, cette part obscure, sauvage, qui peut détruire, mais aussi féconder. C'est l'inconscient dans sa phase tellurique. Il n'est ni bien ni mal, il contient les deux, il est ce que nous projetons sur l'univers quand nous sommes déroutés par sa complexité. Et pourtant c'est lui qui fait surgir l'arbre de vie. Entre ces deux figures, Phanès tout en haut, Abraxas tout en bas, s'élève un axe. C'est l'arbre de vie qui naît d'Abraxas, nommé Vita, la vie. Il pousse vers le haut, traverse les sphères, et trouve son miroir supérieur dans un candélabre de feu à 7 branches, nommé Ignis, feu, et Eros, amour. Ces deux arbres représentent l'axe du vivant, la pulsion d'exister et de se transformer. L'un s'enracine dans la matière, Eros instinctif, sexualité, énergie vitale, et l'autre s'élève vers l'esprit, feu sacré, Eros spirituel, lumière de la conscience. C'est entre ces deux polarités que notre vie se déploie, entre Abraxas qui brûle et Phanès qui éclaire, entre la puissance tellurique qui nous habite et l'appel silencieux d'un monde plus vaste, plus léger. Et c'est une tension vivante. Entre la lumière brute et la lumière divine, la vie croît, cherche, s'élève et retombe. C'est le chemin de chacun. Dans cette vision, il n'y a pas de rejet d'un pôle au profit de l'autre, il faut les deux. Le soi n'est pas une fuite vers la lumière, c'est une intégration vivante de ce qui nous traverse. La force sombre d'Abraxas et la lumière paisible de Phanès, le souffle et la densité, le feu et la chair, le chaos et l'harmonie. Et peut-être que cet arbre de vie grandit quelque part entre ces deux dieux. Après avoir exploré donc la verticalité du mandala, entre Abraxas et Phanès, on découvre maintenant une autre tension fondamentale tout aussi essentielle, l'axe horizontal, qui oppose non plus le haut et le bas, mais le corps et l'esprit, la matière et le souffle, l'ombre fertile et la lumière transcendante. Cet axe traverse le monde comme il nous traverse nous-mêmes. Il est l'espace du choix, du conflit, de la recherche d'équilibre. Il est aussi celui d'une vie incarnée dans sa polarité la plus intime et la plus archétypique, le féminin et le masculin, la sagesse et le désir, le chaos fertile et l'ordre inspiré. À gauche, sur le mandala, regardez bien, Jung place une sphère rouge, dense, symbolisant le corps et le sang. C'est la matière incarnée, ce qui est vivant, chaud, pulsant, organique. Dans cette sphère jaillit un serpent, qui s'enroule autour du phallus, image directe de la puissance générative de l'instinct sexuel, de l'énergie créatrice à l'état brut. Mais attention, ce n'est pas un serpent satanique au sens moral du terme, Jung l'appelle Satanas, non pour le condamner, mais pour nommer l'ombre fondamentale qui structure le monde. Le serpent ici est double, clair et obscur à la fois. Il représente la libido de sa totalité, pas seulement sexuelle, mais aussi créatrice, destructive,
pulsionnel, enraciné dans la terre. Ce pôle gauche, c'est l'éros terrestre, la puissance du vivant avant qu'il ne soit transformé. C'est ce que nous portons en nous tous, notre part archaïque, enracinée, animale, qui cherche à se manifester, à s'unir, à se prolonger dans la vie. Jung ne moralise pas, il ne dit pas « ceci est inférieur », il dit « voici l'un des deux fondements de notre psyché, et il est sacré lui aussi ». Maintenant à droite. À l'opposé donc, regardez bien sur le mandala, sur la droite, une autre sphère, lumineuse, blanche, presque cristalline, elle porte l'inscription « Frigus sive amor Dei », le froid ou l'amour de Dieu. Dans cette lumière s'élève une colombe, figure traditionnelle de l'Esprit Saint, mais ici elle ne vient pas seule, elle est accompagnée de Sophia, la sagesse féminine qui verse d'un double calice l'eau claire de la connaissance, de l'intuition, de l'amour spirituel. Ce pôle n'est pas brûlant, il est froid, dans le sens où il clarifie, transcende et pacifie. Il ne cherche pas à enflammer comme l'éros terrestre, mais à élever, à inspirer, à purifier. Sophia est une figure centrale chez Jung, elle représente l'anima dans sa forme divine, l'âme inspirante, l'intuition profonde, celle qui guide sans contrainte. Elle est le souffle qui sait, sans avoir besoin de posséder. Donc on a bien deux polarités à réconcilier. À gauche le feu rouge du corps, la pulsion, le désir, le germe. À droite, la lumière froide de l'esprit, le souffle, l'amour divin, la sagesse cosmique. Et entre les deux, nous. Nous, humains, traversés par ces deux appels, celui de la terre, de la chair, du serpent, celui du ciel, du verbe, de la colombe. Ces deux pôles ne s'opposent pas pour s'exclure, mais pour nous inviter à une tâche, les tenir ensemble, les unir sans les confondre, les honorer sans les idolâtrer. Dans le mandala de Jung, rien n'est à rejeter, tout est à reconnaître, et cette reconnaissance passe par un travail intérieur, accueillir la sagesse de la matière, sans s'y engloutir, et recevoir l'appel de l'esprit sans mépriser le corps. Ce que Jung dessine ici, ce n'est pas un combat, c'est une danse, une tension vivante, une alchimie permanente entre l'en bas et l'en haut, entre la gauche et la droite, entre l'ombre et la lumière. Et peut-être qu'au cœur de cette croix symbolique, quelque chose de plus grand peut naître, non plus l'un ou l'autre, mais l'unité intérieure. Et au cœur du mandala, au croisement de tous les axes, il y a la grande sphère rayonnante. Il n'est pas à lire comme une planète ou un astre extérieur, Jung le nomme soleil intérieur, c'est le centre vivant, non pas un centre figé, fixe, mais un foyer de lumière intime, mouvant, habité par le mystère. Dans cette sphère, les opposés se reflètent, le haut et le bas y sont inversés, comme dans un miroir. Le corps et l'esprit, l'ombre et la lumière, s'y regardent sans se confondre. C'est un espace où tout est contenu, sans être dissous, une zone d'unité possible, mais jamais imposée. Ce soleil intérieur n'est pas une projection divine lointaine, il est au-dedans, il est ce lieu, en nous, où l'on voit sans juger, où l'on contient sans rejeter, où l'on est éclairé sans brûler. Et plus encore, Jung précise que le mandala se répète à l'infini, que ce système s'enroule en spirale, vers l'intérieur jusqu'au plus petit, jusqu'à ce que l'on atteigne le microcosme, c'est-à-dire l'âme individuelle. Cela signifie aussi que ce que nous voyons dans le cosmos, dans les mythes, dans les symboles, vit aussi en nous. Que les dieux et les démons que nous projetons sur le monde sont aussi les voies, les forces, les tensions de notre propre psyché. Ce mandala, c'est l'image de cette vérité troublante et magnifique. Le monde extérieur est en toi, et toi en lui. Ce que tu contemples dans le cosmos, tu le portes au secret de ton être. Alors, que nous dit ce Systema Mundi Totius? Serait-ce une carte vivante du soi? Jung ne donne aucune réponse toute faite, il ne trace aucun chemin unique, mais il nous tend quelque chose de plus précieux encore, une carte vivante, une vision symbolique du soi dans toute sa complexité. C'est un mandala qui met en tension, qui interroge, qui convoque. Il nous montre que le soi ne se trouve pas en s'élevant uniquement vers la lumière, ni en s'abandonnant à la matière, mais en intégrant les deux, en habitant l'ambivalence avec conscience. Le serpent et la colombe, Abraxas et Phanès, l'amour de Dieu et la force de la chair, tous ces archétypes ne demandent pas qu'on les tranche, ils demandent qu'on les écoute, qu'on les tienne ensemble, qu'on chemine avec eux. Jung ne nous livre pas ici une vérité figée établie, il nous tend une boussole symbolique pour traverser les paradoxes de l'âme humaine. Sans fuir,
sans simplifier, mais avec humilité, présence et peut-être une forme de confiance silencieuse. Et vous, quel est votre Abraxas? Quelle Sophia murmure en vous? Où se cache votre soleil intérieur? Peut-être que ce mandala ne nous parle pas tant du monde que de celui ou celle qui le regarde. Si ce que je partage ici résonne en vous, si vous sentez l'appel à explorer plus en profondeur les archétypes, les rêves, le soi et le langage symbolique, sachez que je propose des cours en psychologie analytique, accessibles à tous les curieux et chercheurs de sens. Ce ne sont pas des cours théoriques figés, mais de véritables espaces de transformation intérieure, où l'on étudie Jung, l'inconscient, les grandes figures symboliques, tout en se laissant toucher, guider et parfois même bouleverser. Si cela vous appelle, vous trouverez toutes les informations sur mon site internet, angelJustine.com, où vous pouvez simplement m'écrire, et je vous répondrai avec joie. Merci pour ton écoute, on se dit à très bientôt, et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves, et je te dirai qui tu es.